Donc, on va débuter. Je vais donc me présenter brièvement. Mon nom est Hélène Carabin. Je suis professeure à la Faculté de médecine vétérinaire avec une affiliation secondaire à l'École de santé publique. Je suis épidémiologiste des maladies infectieuses. Et puis, avec ma collègue Kate Zinzer et l'approbation du doyen Pierre Fournier, nous avons décidé d'organiser ce webinaire sur l'expérience qu'ont eue des chercheurs en santé publique dans différents pays en ce qui a trait à la COVID. Alors, on a invité 3 panélistes. On a Richard Lessard, qui est à la direction de la santé publique de la Nodière. On a Christine Peterson, qui est professeure au Collège de la santé publique, mais aussi à l'École de médecine vétérinaire en Iowa, qui est aussi épidémiologiste, une collègue à moi, et Lucie Laflamme, qui est en santé publique en Suède. Alors, ça va nous donner 3 points de vue différents de l'expérience de ces gens-là avec la COVID dans 3 pays qui ont quand même répondu de façon très différente à la crise. Alors, ce que l'on va faire, c'est que chaque panéliste va nous donner un petit peu, va nous parler un peu de son expérience personnelle et professionnelle quant à la réponse à la COVID. Ensuite, ils vont nous parler brièvement du nombre de cas qu'il y a eu dans leur environnement quand c'est survenu. Ensuite, le contexte de la prise de décision face à la crise dans leur milieu professionnel ou dans leur État ou dans leur pays. Et finalement, un petit peu la réponse du public. Qu'est-ce qu'ils ont pu voir quant à la réponse des gens aux directives de santé publique. Alors voilà, on va commencer dès maintenant avec le docteur Lessard, que je vais laisser se présenter un peu mieux que ce que j'ai fait. Je n'ai pas fait une très bonne job. Donc, environ 10-15 minutes pour discuter de la situation dans la Nodière et au Québec. Merci. Bon, alors bonjour tout le monde. Je suis Richard Lessard. Je suis un vieux praticien de santé publique, autant en âge qu'en année d'expérience. Et j'étais jusqu'au 27 mars semi-retraité, après avoir laissé le poste de directeur de la santé publique à Montréal, où j'ai été directeur pendant 20 ans. J'étais toujours enseignant, je travaillais 3-4 jours semaine, beaucoup impliqué dans l'enseignement de santé publique en politique publique et santé à la direction de santé publique de Montréal, où j'avais été directeur. Et à cause de mon âge, j'étais confiné à la maison depuis quelques jours quand j'ai reçu un appel d'un collègue du ministère me demandant d'aller frapper en relève dans une région qui s'appelle la Nodière, que je ne connaissais à peu près pas. Et on m'a demandé d'être le directeur par intérim de la santé publique à partir de la maison, sur Zoom, Teams, tout ce que vous voudrez, ce que je n'avais jamais fait. Et donc, j'ai commencé comme ça le 27 mars, suite à la nomination par le ministre. Et je vous dirais que j'ai changé de vitesse d'opération assez rapidement. J'avais un rythme de professeur, j'exagère. Mais là, a fallu que je passe à la vitesse très, très grande et me remettre dans une situation critique, très stressante. En tout cas, je l'ai vécu comme très stressante pour connaître la situation dans cette région-là, puis prendre des décisions appropriées. Bon, il faut dire qu'au Québec, dans la semaine qui avait précédé, ou à peu près, le gouvernement et la direction de santé publique nationale pour le Québec a joué un rôle extrêmement important avec le cabinet du premier ministre et le premier ministre pour prendre en charge l'épidémie. Je dirais qu'une semaine auparavant, à peu près, on a eu des conversations téléphoniques, des entretiens particuliers même avec le cabinet pour savoir à quel point, à quelle vitesse il fallait démarrer, puis jusqu'à quel point il fallait mettre en place des mesures fortes. Et ça a retardé un petit peu, mais pas énormément.
Et le gouvernement est intervenu assez rapidement, disons plus rapidement qu'ailleurs, certainement, pour mettre en place ce que le gouvernement a appelé le Québec en pause. C'est-à-dire, on arrête tout, on isole, tout le monde reste chez eux, tout le monde s'isole et on verra ce qui arrivera, et ça va coûter un prix fou, mais c'est la direction qu'a pris le gouvernement sur les propositions de l'équipe de santé publique du ministère. Alors, dans ma région, la Naudière, c'est une région qui est mi-rurale et mi-urbaine ou semi-urbaine. C'est en fait une banlieue de Montréal. Alors, l'épicentre de l'épidémie au Québec, c'est vraiment l'île de Montréal. Au nord de l'île de Montréal, toujours dans le fleuve, il y a une autre île qui s'appelle Laval, qui est la deuxième plus grande ville au Québec. Et juste au nord de Laval, il y a la Naudière, les Laurentides, qui est pour la partie sud de la Naudière, qui est collée sur Montréal et Laval. C'est vraiment une banlieue de Montréal. C'est-à-dire que les gens habitent la Naudière dans le sud et vont travailler à Montréal en très grande partie. Alors que tout le nord de la Naudière est rural à toute fin pratique. Et il y a même une réserve indienne tout à fait au nord. Alors moi, la première chose que j'ai faite en arrivant, c'est que j'ai demandé qu'on me géolocalise, qu'on me cartographie les cas que nous avions à la Naudière pour réaliser qu'ils étaient à peu près tous dans le bas de la Naudière, c'est-à-dire près de Montréal et Laval. Et j'ai immédiatement demandé au ministère la permission d'isoler une partie de la Naudière, tout le nord du sud, pour empêcher la diffusion vers le nord, craignant aussi jusqu'à un certain point que tout à fait au nord, il y a une réserve indienne qui est extrêmement vulnérable. Il y a 3000 personnes que le chef de bande a décrit comme un CHSLD à toute fin pratique et qui craignait que s'il rentrait un cas, tout le monde y passait. Mais la première décision que j'ai prise vraiment, ça a été d'isoler le sud de la Naudière. Et rapidement, ils ont isolé également le sud des Laurentides et une partie de la Montérégie, qui est la partie qui est au sud de Montréal, qui est aussi la banlieue sud de Montréal à toute fin pratique. Au Québec, donc, il y a eu des mesures très fortes prises, je dirais, très rapidement. Tous les jours, à 4 heures d'après-midi, il y avait une rencontre des 18 directeurs de la santé publique régionaux avec le directeur national et ses adjoints au ministère. Et on discutait des principaux enjeux, des lignes de conduite. Ça s'appelait la réunion d'harmonisation des pratiques. Et le ministère nous proposait des solutions ou des approches que nous discutions pour approbation et application dans l'ensemble du Québec. Et ce groupe-là au ministère était constamment, tous les jours, en lien avec le cabinet du premier ministre, ses adjoints, son chef de cabinet et le premier ministre lui-même, qui à chaque jour, à partir je dirais peut-être du 25 mars, je ne me rappelle pas précisément, mais assez rapidement, a tenu des conférences téléphoniques, des conférences de presse à tous les jours à 13 heures l'après-midi avec le docteur Arruda, qui est le directeur national de santé publique, et la ministre de la Santé. Et c'est devenu un événement journalier qui dictait, dans le fond, la démarche, il fallait écouter ce qui se passait là parce que ça nous disait ce qui allait arriver. On était quelquefois un peu au courant parce qu'on en avait discuté la veille entre le directeur de santé publique, mais souvent aussi on apprenait à la télévision les directives du premier ministre tel qu'influencées par le directeur national de santé publique. Alors, on a vraiment assisté à une démarche coordonnée, centralisée, mais avec beaucoup de collaboration de beaucoup de monde. Alors, au Québec, la structure de santé publique, il y a le directeur national de santé publique, il y a les directeurs régionaux 18, et on a aussi un Institut national de santé publique, et qui a travaillé de très près avec le directeur national. C'est eux qui fournissaient l'expertise, en grande partie. Et tout le monde était autour de la table tous les jours à 4 heures pour partager ces informations-là. Beaucoup de documents ont été écrits par l'Institut national aussi sur un ensemble de directives concernant toutes sortes de situations, les écoles, les garderies, les milieux de travail, les tests qui étaient disponibles ou pas, et je reviendrai là-dessus, la qualité des tests, en fait, beaucoup d'expertise qui nous a été fort utile
Tous les jours également, on avait une veille scientifique qui nous était fournie, qui nous permettait de voir ce qui se faisait ailleurs et puis ce qui sortait dans les périodiques médicaux sur la planète. Donc, je dirais que c'est une belle opération coordonnée, mais il y a des choses avec lesquelles il a fallu conjuguer. Premièrement, il n'y avait pas de test au début. Il aurait fallu tester beaucoup plus rapidement si les tests avaient été disponibles. La qualité des tests aussi au début était variable. Ça n'était pas toujours très bon. La deuxième chose qu'on a manqué, c'est des appareils de protection individuelle, d'équipements de protection individuelle. Il n'y avait pas assez de masques, il n'y avait pas assez de protection oculaire. Il a manqué de gants, il a manqué de jaquettes, il a manqué de plein de choses avec lesquelles les gouvernements ils ont même envoyé des avions en Chine pour chercher de l'équipement. Mais finalement, en tout cas dans notre région, on faisait le bilan justement hier. Et on n'a pas manqué d'équipement, mais il a fallu gérer, il a fallu s'assurer que l'utilisation était extrêmement pertinente à chaque jour. Il a fallu protéger l'équipement pour pas qu'il y ait de vol. Voyons, on était en situation de rareté. Alors, dans la Nodière, on a eu 4000 cas, ce qui nous donne un taux par 100 000 habitants de 800 cas par 100 000 habitants au total, cumulatif. C'est la troisième région après Montréal, Laval. C'est la Nodière qui a eu le plus de cas par 100 000. La quatrième étant le sud de Montréal, là, la région dite de Montérégie, oui, où il y a eu plus de cas, mais moins de cas par 100 000 habitants. Ils ont le triple de population que nous. Nos décès, 200, c'est beaucoup, mais c'est quand même beaucoup moins que la moyenne nationale, en tout cas que les autres régions qui avaient au comparatif, là, dans le taux de décès par 100 000 habitants, on est à 40, disons, Montréal est à 160, Laval est à 148. Alors, vous voyez, on a quand même réussi à contrôler la mortalité un peu dans les CHSLD, c'est-à-dire les centres hospitaliers de soins de longue durée, où on retrouve les personnes les plus malades, les plus vulnérables. On retrouve beaucoup d'Alzheimer en phase très avancée. Ce sont des populations qui, on nous dit qu'en général, le taux de survie quand on entre dans un CHSLD est de 18 mois. Mais là, il y a eu vraiment un hécatombe, surtout à Montréal et à Laval. Je dirais que globalement, l'épidémie s'est assez bien gérée dans la population générale, mais on a manqué le bateau totalement dans les résidences pour personnes âgées, en particulier à Montréal et à Laval. C'est que tout le système, puis ça reflète tellement bien l'hospitalocentrisme du système, toute la démarche mise en place par le ministère en particulier visait à protéger les hôpitaux, donc la capacité d'hospitaliser tout court et la capacité des soins intensifs. L'objectif général de toute la démarche, c'était s'assurer qu'il n'y arrive pas comme en Chine et puis qu'en Italie, où la capacité hospitalière a été dépassée, puis la capacité de soins intensifs aussi. Tout était orienté vers ça. De telle sorte qu'on a sorti des personnes âgées de l'hôpital qui devaient sortir de toute façon, dans beaucoup de cas. On les a envoyés dans les CHSLD. On a délesté tous les programmes courants dans les hôpitaux. On a cessé les chirurgies électives. Donc, on a vraiment vidé les hôpitaux en attendant que les COVID rentrent dans l'hôpital. Mais en envoyant les personnes dans les CHSLD, bien, on les a remplis, autrement dit, les CHSLD, et ça a certainement contribué au taux de mortalité qu'on a observé. Alors, c'est intéressant de voir que l'accent n'a pas été mis sur la première ligne. L'accent a été mis sur l'hôpital et les soins intensifs. C'est un réflexe de, comment dirais-je, de gestion hospitalière, de gestion de système de santé axé sur l'hôpital. Et on n'a pas pensé, puis je dirais même en santé publique, on n'a pas pensé à la vulnérabilité des personnes dans les CHSLD, à mon point de vue. Je ne suis pas sûr qu'on aurait pu faire grand-chose, mais il y avait déjà une situation dans les CHSLD qui était compliquée parce qu'il manquait déjà de personnel. Le personnel n'était pas toujours bien formé.
la protection contre les infections dans les CHSLD, ce n'est pas quelque chose qui était prioritaire et les gens étaient peu formés pour ça. Donc, vraiment, il va y avoir plusieurs enquêtes qui vont regarder de ce point de vue-là qu'est-ce qui a été déficient. Enfin, je dirais que la perception de la population, la troisième question, Hélène, chez la population, mais je pense que les conférences de presse du premier ministre avec le Dr Arruda et la ministre de la Santé ont contribué à bien informer, mais je dirais aussi à créer une certaine peur. La peur d'attraper le COVID dans la population générale qui est la moins vulnérable. Et encore présentement, alors qu'on a relâché, on déconfine là, pratiquement complètement maintenant, et on le fait depuis à peu près un mois. Ça se fait lentement, mais on voit que, je vais vous donner une anecdote. Alors, on a couru après moi pendant quasiment 2 semaines, puis je ne répondais pas parce que je trouvais que ce n'était pas urgent, mais on voulait avoir mon opinion sur l'opportunité d'ouvrir ou pas les rampes de bateaux, les rampes de mise à l'eau des bateaux le long du fleuve dans ma région. Alors, c'était permis d'aller sur le fleuve en bateau. Il n'y avait pas de problème de confinement, déconfinement, sinon le 2 mètres dans les bateaux, mais que ça ne s'explique pas. Et c'est des bateaux pour la pêche, c'est des chaloupes un peu plus grosses. Là, bon. Et là, on s'attendait à ce que le directeur de la santé publique défende les mises à l'eau de bateaux parce que c'est plus ou moins difficile de respecter le 2 mètres quand on met un bateau à l'eau. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, là, mais il y a une auto qui recule, il y a un bateau en arrière, on descend le trailer dans l'eau, il y a quelqu'un qui tire sur le bateau, l'autre part avec l'auto. Puis, on craignait le virus dans cette manœuvre-là. Alors moi, je les ai écoutés pendant une demi-heure de temps, puis à la fin, je leur ai dit, bien écoutez, je vais vous proposer quelque chose. Vous allez mettre une pancarte aux endroits des mises à l'eau, puis ça va être marqué 2 mètres de distanciation. Et là, le grand silence au téléphone, il y avait une vingtaine de personnes de chaque municipalité qui avait une rampe de mise à l'eau. Puis là, je leur ai dit, bien, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que la proposition que je vous fais, et vous n'êtes pas d'accord. Et là, ils m'ont tous dit qu'ils s'attendaient à ce que je défende, que je proscrive les mises à l'eau. Parce que les gens craignaient le virus, craignaient la propagation. On les a tellement, je dirais, brainwashés sur le danger du virus que les gens le craignaient. Par contre, maintenant, là, je dirais depuis une semaine, c'est la débandade à peu près totale. Il fait beau, il fait extrêmement chaud au Québec présentement. On a eu 2 canicules en 2 semaines, ce qu'on voit à peu près jamais. Les gens ont hâte aux vacances et j'ai vu des photos là, dans ma propre région parce que j'avais autorisé l'ouverture d'une plage municipale qui, en principe, répondait à tous les critères. Et les gens étaient collés les uns sur les autres dans l'eau. Alors, on voit que là, ça va être extrêmement difficile, en tout cas avant septembre, de reprendre un certain contrôle. Je pense que présentement, là, c'est la débandade totale. Les gens veulent la liberté, Alors, on en est là présentement. Et moi, j'ai même des craintes que les gens qui ont présentement le virus, parce que le virus circule toujours, même si c'est très peu, en particulier dans ma région, que les gens ne se font même pas dépister. Et là, s'ils ne se font pas tester, ben moi, je ne peux pas exercer mon contrôle, isoler et puis arrêter la propagation. C'est ma crainte présentement. Alors, la semaine prochaine, je vais probablement faire une grande campagne de publicité dans le coin en disant encore, si vous êtes positif, c'est-à-dire si vous avez des symptômes, allez vous faire tester. C'est ma seule façon présentement d'exercer un certain contrôle. Alors voilà, Hélène, ça serait le bout que j'avais à présenter. Ben, merci énormément, Richard. C'est super intéressant d'avoir ce point de vue de la Nodière. On va garder les questions pour la fin. Donc, là, on va passer à Christy Peterson, qui est de l'Iowa, qui va nous donner le point de vue aux États-Unis, dans un État quand même relativement républicain, bien, très républicain et rural, quant à la COVID. Parfait. Merci beaucoup, Hélène. Et la première chose à tout le monde, pardonnez-moi pour mon horrible français, mais
j'ai une professeure des États-Unis qui peut parler un peu de français. Alors, aux États-Unis, je pense que tout le monde comprenait que notre présidente a oublié la santé publique pour l'économie des États-Unis. C'est la chose. Alors, chaque État est pour lui-même. Et c'est toujours le droit de les États à décider d'aider les santé publique. Alors, il faut qu'il y ait une vision de le pays et il n'y a pas une vision pour tout le pays. Alors, je le parlais des États. J'habite à Iowa. C'est un État agriculteur plus rural. Il y a 3 ou 4 petites villes citées. Et il y a des manifestations de la liberté des Américains d'Afrique, mais pas comme Chicago ou New York ou tous les autres grandes cités aux États-Unis. Alors, le meilleur problème à Iowa, c'est les abattoirs. Il y a beaucoup des animaux pour les abattoirs et notre présidente a demandé que les travaux d'abattoirs sont essentiels. Alors, tout le monde allait à travail et il habite dans les petits appartements avec beaucoup d'hommes et tout le monde sont malades. Alors, et il ne peut pas travailler. Donc, les abattoirs sont fermés pour 2 semaines et réouverts. Et après, il y a moins de cases à abattoir, mais il y a un autre abattoir avec les cases près de Iowa. Alors, à l'autre côté sont comme tous les États, les facilités des long-term care, non, on sait. Je ne sais pas comment dit-on, mais c'est pour les gens après les surgeries et les autres choses ou pour les gens avec plus d'aidants. Et c'est comme tous les États et je pense que tout le monde. Et maintenant, notre gouverneur, elle est comme le président, alors elle ouvre toute la tête pour toutes les choses. Toutes les choses. Alors, il y a des hommes à la bar, à la restaurant, plus ou moins des masques et les autres choses, mais pas vraiment. Et il y a deux divisions des gens. Il y a des gens moins de 30 ans qui font toutes les choses comme après le COVID. Et il y a les hommes plus de 30 ans qui fermaient les maisons et mettre les masques et comme quelqu'un avec une tête. Mais à la sud des États-Unis, comme l'État de Texas et Floride et les autres, c'est un État à la droite politique et plus gens ne comprenaient pas
les maîtres de santé publique, alors il y a des cas. Justement, la semaine prochaine, il y a moins de 1100 cas au Texas et maintenant il y a 20 000 plus cas. Alors, à cet État, il y a beaucoup de migrants comme Iowa, mais plus. Alors, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui allaient de Mexico et ils sont des travaux essentiels à la ferme et les pétrole maigre pour le bouffe et il n'y a pas une ferme the border pour ces gens. Ils travaillent et ils mettent comme Mexico à Texas. Et à Texas, il y a 5 grandes cités, Dallas, Houston, San Antonio, Galveston, et aussi cités, il y a beaucoup de gens qui sont américains d'Afrique et les autres choses qui sont le haut problème à la santé, mais plus que COVID. Alors, c'est les gens qui font les manifestations et maintenant, après une semaine ou 2 semaines, plus casse. Alors, il y a une grande fête de Trump près du Texas, à Oklahoma. Et c'était fantastique, alors, parce que les gens qui sont jeunes font des choses de TikTok et trouver de RSVP pour le fête et rien sont ici. Alors, on ne sait pas le futur pour les États-Unis, mais je pense que en mai, 2 mai, sont comme la Suède, ouverte, plus de cas. Merci beaucoup, Christy, puis merci d'avoir parlé en français. On apprécie tous vraiment énormément l'effort. Il y a plusieurs questions qui sont rentrées, on va y revenir après. Là, pour l'instant, je vais laisser la parole à Lucie Laflamme qui va nous donner le point de vue de la Suède. Je pense que tout le monde est très curieux d'entendre ça aussi. Lucie? Voilà. Merci Hélène. Bonjour, bonsoir tout le monde. J'ai préparé une présentation hybride. Là, on verra si je me rends jusqu'à présenter à l'écran. Mais qui je suis? Alors, je suis Lucie Laflamme. Je suis une Québécoise qui vit en Suède depuis presque 30 ans. Je vous parle présentement de mon bureau. Il n'y a personne dans l'édifice. À ma gauche, il y a l'hôpital où on a traité et on traite encore les patients. À ma droite, il y a l'Institut national de santé publique dont je vais vous reparler. Et je suis à l'Université Karolinska au département de santé globale. Et nos voisins sont les gens qui sont au centre de santé publique de la région de Stockholm
des gens qui sont très occupés aussi présentement. Je suis un professeur d'université, moi aussi, comme Richard Lessard et comme Christy, je crois. Et qu'est-ce que l'arrivée du COVID a changé dans ma vie? Ça a changé mon travail, ma recherche et ma vie privée. Un peu peut-être comme celle de tout le monde. Comme enseignante, j'ai dû réviser tout l'enseignement que je devais faire au printemps. J'avais plusieurs déplacements à venir parce que je travaille beaucoup en santé globale, des déplacements que je n'ai pas faits. J'ai appris à travailler avec Zoom, Team et tout. Et puis, j'ai hâte aux vacances. Et j'espère que l'automne va être différent comme un peu tout le monde. Et comme je suis en Suède et que tout le monde en parle, je reçois des mails régulièrement. Les gens veulent savoir comment je vais, comment ma famille va, si le virus est entré dans ma maison et tout. Et j'ai pensé essayer, on va voir si je me rends jusqu'à être capable de faire ma présentation là. Mais j'avais pensé, est-ce que ça va? Est-ce que vous voyez? Non. Est-ce que vous utilisez 2 écrans, Lucie? Non. Ah. Si je le mets sur Share. Ah oui, ça y est. Bon. Alors, je vais aller quand même un peu vite, mais vous m'aviez demandé un peu de données, puis je me suis dit, mais ceux qui voudront la présentation l'auront. Et puis, je vais juste insister sur les points qui m'apparaissent les plus importants. Alors, en Suède, on parle, j'imagine chez vous aussi, là, c'est parce que vous en avez moins parlé dans ces termes-là. On a eu donc, nous, à la fin de janvier, une dame qui revenait de Wuhan qui a été testée positive et on était convaincus, elle était à l'extérieur de Stockholm qui est devenu rapidement l'épicentre, mais comme elle est restée chez elle, on pensait que tout était sous contrôle. Ça, c'était à la fin janvier. Il y a eu une réaction gouvernementale, pas à son cas à elle, mais à la situation, si on veut, en début de février pour dire c'est une maladie il y a un danger pour la santé publique et on peut être appelé à prendre des mesures incessamment et à tout moment. Alors, à la fin de février, on a, après les vacances scolaires et les vacances soleil que les gens et de sport que les gens font à cette période de l'année, on a des épidémies un peu partout. Il y a des gens qui sont allés en Italie, des gens de l'Iran qui vivent en Suède, qui sont allés à des événements chez eux. Et bon, on commence à avoir lié au voyage, si on veut, des résidents suédois, une transmission. On a notre première transmission en communauté est confirmée au début de mars. Et depuis, bien partout en Suède, il y a eu des cas testés positifs à peu près tout le temps. Et on a eu notre premier mort en Suède à la mi-mars. Et c'était une personne à Stockholm et c'était un cas de transmission communautaire. On est rendu ce matin à tous les jours en Suède, tous les mardis, il y a une conférence de presse qui rassemble les agences, les services sociaux, les agences de santé publique, toutes les agences qui sont concernées par la pandémie et qui nous parlent de la situation actuelle, des malades et des décès, mais où on en est rendu de façon générale. Alors, en date d'aujourd'hui, à 2 heures, chez nous, il y avait 39 nouveaux cas dans les dernières 24 heures. Là, je parle des décès. Et on est rendu à plus de 5000 morts et tout le monde est catastrophé. Le contexte politique, je pense que je voulais vraiment en parler quand Hélène et Cherchi m'ont demandé de présenter. On a des forces et les faiblesses d'être la Suède en ce moment. La Suède, présentement, on a un gouvernement, une coalition minoritaire. C'est un mode de gouvernement qui est très rare en Suède. Puis on dit qui dépasse les bords de la gauche et de la droite. Alors, ce n'est pas un gouvernement minoritaire où les gens sont habitués de travailler ensemble.
On a un premier ministre qui est très peu populaire, qui venait de faire des bêtises en début de janvier. Donc, il y avait des chiffres très à la baisse au niveau de sa popularité. Et les agences gouvernementales ont la confiance du public en Suède. Et souvent, les gens du gouvernement vont les laisser passer. J'y reviens bientôt, là. S'il y a un problème, comme dans ce cas-ci lié à la santé, c'est l'Agence de santé publique qui va faire les recommandations les plus importantes et généralement, les autres agences et le gouvernement vont s'y ennuyer. Au niveau régional, on prend les décisions qui sont liées à la santé. Alors, au début de l'année, on a des coupures budgétaires fortes, importantes, beaucoup d'infirmières, de personnel soignant qui va être mis à pied ou qui l'a déjà été, et on manque donc de personnel. Et ça, il y en a une vingtaine de régions. Dans les communautés, on en a près de 300. On s'occupe, les activités principales, c'est l'enseignement, les services sociaux et les soins aux personnes âgées. Alors, 3 niveaux qui ne sont pas toujours en accord, qui ne sont pas toujours synchronisés, qui vont devoir s'harmoniser pour gérer la crise dont on parle. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, en Suède, on a le principe, si on veut, de la responsabilité. Je m'excuse de mes slides hybrides là, de l'anglais au français, mais je n'ai pas eu le temps de tout faire. Alors, le principe de la responsabilité au niveau des organisations dont je vous parlais, s'il y a un problème comme celui-ci de santé, c'est les services de santé publique qui vont les gérer. Sur la photo, j'ai le directeur de l'Institut de santé publique et le ministre de la Santé. Il y a une responsabilité des organisations et très tôt, on a demandé aux citoyens en Suède de prendre leurs responsabilités face à la crise. La Constitution suédoise, qui a aussi une fonction importante dans le contexte présentement, elle fait en sorte que les gouvernements ne peuvent pas, si on veut, dépasser les organismes de santé publique dans les situations de crise. C'est en cas d'exception qu'on fonctionne comme ça. Alors nous, dans nos conférences de presse, on n'a pas le premier ministre, sauf à l'occasion. Ce sont les agences de santé, les services sociaux qui nous rencontrent, la population qu'on voit à toutes les semaines. Et donc, la personne que vous voyez sur la droite, il a fait la une des journaux, je pense, à travers le monde dans les derniers mois. C'est Anders Tegnell. Alors, l'épidémiologiste national au service des santé publique. C'est la personne, en fait, la figure qu'on a plus vue dans les derniers mois. Et comme je vous indiquais un peu en début de ma présentation, en fait, moi, je pense que notre premier ministre, ça ne lui a pas déplu de pouvoir prendre un peu de recul et prendre des crédits quand ça allait bien et quand ça s'est mis à aller très mal comme ça va maintenant, se sentir un peu moins responsable. Ce qui est écrit ici en dessous de la présentation, c'est que c'est dans le journal d'hier que Anders Tegnell a été très populaire en Suède. Il y a eu le support de la population pendant une grande période. Et sa popularité est en baisse et pas nécessairement à cause de la rétention, si on veut, ou des mesures plus relaxes, si on veut, que dans d'autres pays. Mais l'inquiétude et la tristesse sont liées au nombre alarmant de décès qui continue, rend les gens très déçus et inquiets. Alors, on n'a pas de lockdown en Suède. Ça n'a pas été, tout le monde le sait dans le monde, alors je ne vais pas insister, mais ce n'est pas vrai qu'on n'a rien fait. Il y a eu des efforts dans le même esprit que dans des pays voisins ou lointains d'essayer de dire un peu comme mes collègues ont présenté, on va essayer de réduire par des interventions les plus justes possibles cette courbe de l'épidémie et de la pandémie. Et il y a des décisions qui ont été prises.
On a eu des restrictions aux libertés, si on veut, de rassemblement. On est passé de 500 à 50 personnes entre février et jusqu'à maintenant. La distanciation, c'est important. De ne pas avoir le droit d'aller visiter nos personnes âgées dans les résidences, ça a été les mêmes choses. Et les écoles ont fermé. Dans les articles que j'ai vus secondaires, mais ce n'est pas les écoles secondaires, c'est un peu comme avant le cégep, là, si on veut, et les universités ont fermé, mais pas les écoles primaires et secondaires. C'est quoi les assises, si on veut, des recommandations de FOHM? Là, c'est l'Institut national de santé publique. Travailler de la maison autant que vous pouvez. Éviter les déplacements en commun le plus possible. Prenez vos distances. Les personnes âgées de 70 ans et plus, restez isolées et chez vous le plus possible. Et dès que vous avez des symptômes, restez à la maison. Et il y a eu des mesures pour supporter, si on veut, parce que ça coûte de l'argent de rester chez soi quand on est malade et le gouvernement a agi pour minimiser ces conséquences-là. Et quand on regarde aujourd'hui, c'était pas comme ça il y a 2 mois, mais quand on regarde aujourd'hui, qu'est-ce qui est écrit sur le site du gouvernement pour présenter la stratégie suédoise générale, il y a 6 composantes. Essayer de réduire la diffusion, si on veut, de la maladie. Je m'excuse quand il me manque des mots. S'assurer que les ressources de santé sont en nombre suffisant. Limiter l'impact sur les services critiques. On parle de la police, les transports et tout. Essayer de diminuer l'impact sur l'économie. Ease concern, ils veulent dire par là informer la population pour que les gens aient l'information adéquate. Et le 6e point important, c'est celui d'avoir la bonne mesure au bon moment. Et dans notre contexte, c'est important parce que c'est pour ça qu'on a dit le lockdown, c'est pas une bonne idée, ça va nous tomber dessus un jour. Il y a eu, je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a eu beaucoup de protestations en Europe, dans certains pays, l'Allemagne notamment, à cause de ça. Juste quelques mots sur les conséquences puis les imprévus. Bien, une conséquence que vous connaissez vous aussi, c'est que le système de santé a souffert terriblement. Au niveau de l'organisation, les individus, tout le monde sont épuisés. Ce que je disais à Hélène avant qu'on commence, je voudrais que vous sachiez que les soins intensifs, la Suède, c'est un des pays d'Europe où il y a le moins de lits par capita avant le début de la crise et on a doublé la capacité là, dans l'espace de 3 à 4 semaines. Les gens ont travaillé vraiment très fort. Puis nous, on n'a pas des spécialistes des maladies infectieuses en nombre important comme les Norvégiens, par exemple, ou les Finlandais. C'est pas une spécialité qui était... C'est pas qu'on n'en a pas, là, mais on n'en a pas beaucoup. Et puis, je voulais parler des imprévus aussi parce que, bon, le manque d'équipement, je sais qu'il y a d'autres personnes en ont souffert aussi. Des inégalités sociales, des clusters géographiques et sociaux très tôt dans la maladie. Le nombre exceptionnellement élevé de morts. On nous a dit au début que ça va être la même chose dans les pays voisins, mais on comprend déjà qu'il n'y a personne qui va avoir des nombres aussi catastrophiques que nous en Suède dans un futur prochain. Puis les failles de la communication, Hélène, en retour à ta question, il y a des problèmes de communication entre les niveaux décisionnels là, quand on parle de la carte du pouvoir en Suède. Et ça a été vrai pour les tests, ça a été très long avant que ça fonctionne. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde pense qu'on a de plus en plus de malades, mais c'est parce qu'on a enfin des tests qui fonctionnent là, aussi. Et des problèmes de communication vis-à-vis de la population. Beaucoup de gens aujourd'hui nous disent que, en fait, peut-être qu'on ne comprend pas très bien qu'est-ce que la santé publique s'attendait de nous. Là. Et en gros, c'est ça là, que j'avais à dire. Puis je voulais réinsister sur le fait que
chez nous aussi, on a honte, là. C'est pas... c'est horrible, qu'est-ce qui s'est passé pour les personnes âgées. Les personnes dans les foyers, mais dans tous les contextes, si on veut, sont les gens qui sont les plus affectés par la maladie, ils dominent le nombre de morts. Puis c'est là que ça a été le plus long, si on veut, à s'équiper décemment pour être en contact avec les malades et à assurer au personnel concerné des conditions de travail adéquates. C'est ça que j'avais à vous dire. Je vais fermer l'écran. Mais merci beaucoup, Lucie, vraiment. Merci à tout le monde. C'était hyper intéressant. Je vais peut-être commencer... mon chat, je l'avais. Oui. Une question qui est venue tant pour Richard et Lucie, de Christine Blazer qui demande j'observe la grande similitude entre le nombre de cas de décès entre la Suède et le Québec. En date du 22 juin, il y avait 54 884 cas et 5 424 décès au Québec. Pourtant, le Québec a confiné la population pendant de longues semaines, mais pas la Suède. Auriez-vous une explication au sujet de cette similitude de résultats malgré une intervention très différente? Donc, Richard, peut-être pour commencer, puis ensuite Lucie. Oui, mais j'observais les mêmes données parce que c'est à peu près la même situation, mais je pense que on n'avait pas prévu que le problème serait si important chez les personnes âgées en milieu fermé. Alors que dans la population générale, on ne s'en tire pas trop mal. Il y a quand même des décès chez les personnes en bas de 60 ans, mais ce n'est pas la majorité, loin de là. Je pense que la vulnérabilité de ces centres-là, avec le manque d'équipement, le personnel mal formé, aussi le personnel, comme ça a été signalé par un collègue de Laval, qui travaillait pour des agences de soins, des personnes peu payées, qui avaient des emplois à temps partiel. Donc, pour faire un temps plein, ils allaient dans plusieurs agences, dans plusieurs centres de personnes âgées. Donc, autrement dit, ils transmettaient le virus. Ce sont tous des problèmes que nous, on a eus, qui sont probablement les mêmes dans les autres pays. Et puis, la grande vulnérabilité des personnes qui se retrouvent là est quand même très importante. La majorité de nos décès dans le Nodière sont dans des groupes de 80 à 90 ans. Donc, jusqu'à quel point c'était vraiment évitable, on n'en sait rien, évidemment, parce qu'on ne peut pas le savoir. Là. Mais je pense que c'est difficile. On a parlé au Québec de 2 épidémies, une épidémie dans la population générale, puis une épidémie dans les milieux fermés pour personnes âgées. Et puis, oui, on peut faire 2 courbes, mais c'est pas vraiment 2 épidémies. C'est que les gens dans la communauté qui attrapent le virus par transmission communautaire, mais qui travaillent dans les CHSLD, puis qui en font plusieurs CHSLD, puis qui le ramènent dans la communauté, je pense que cette interaction-là va avoir besoin d'être regardée de plus près, parce que c'est arrivé tout en même temps, ça. Là. Alors, et puis donc, en bout de ligne, les personnes qui n'étaient pas trop vulnérables s'en sortent bien, mais celles qui sont très vulnérables dans l'ensemble de la population qui se trouvent à être ensemble, ces personnes-là, dans des milieux fermés, et évidemment, on subit l'impact majeur. Alors, ça va avoir besoin d'être regardé de plus près, mais effectivement, c'est une observation qui est très pertinente. On est dans la même situation que la Suède en termes de décès auprès des personnes âgées, décès totaux, à tout le moins. Et par contre, les mesures, elles, ont été prises de manière différente. Donc, il y a une belle dynamique à regarder là, sur la propagation du virus. Je vais rajouter que là, j'ai eu quelques questions. Les 2 plus grands messages vers la population de la santé publique, c'est rester chez vous quand vous êtes malade. Et les gens ont fait ça beaucoup, vraiment beaucoup. Et
gardez vos distances. C'est pour ça qu'on n'a pas le transport en commun, fonctionne que pour les gens qui vont travailler dans les hôpitaux et tout. Les gens gardent leur distance, les gens ont arrêté de venir au travail. Mais j'y suis aujourd'hui, j'ai le droit de venir, mais il n'y a personne, je le savais quand je venais. En fait, je suis en fin de journée. Mais dans l'argument de départ, quand ça a commencé on a commencé à voir l'échec venir, si on veut, dans le cas des personnes âgées avec des soins à domicile ou des soins dans des services spéciaux, comme vous parliez, c'est qu'on s'est beaucoup dit, le lockdown n'aurait pas pu éviter ou que marginalement que ces personnes âgées-là deviennent infectées parce que au début, on comprenait mal comme elle est venue de quoi l'infection? Parce qu'il n'y avait pas de visiteurs, ces gens-là. Est-ce qu'on a eu les visites trop tôt? Est-ce qu'on a arrêté les visites trop tard? Ou est-ce que la contamination, si on veut, ne venait pas plutôt du personnel soignant qui, eux, allaient travailler parce qu'ils avaient les conditions de travail précaires dont mon collègue vient de parler. Mais c'était difficile de s'imaginer qu'un lockdown était la solution à ce problème qui grossissait à vue d'œil, là, si on veut. Mais là, tout le monde nous tape dessus parce qu'on ne l'a pas fait, le lockdown, mais c'est pas facile de voir. Et c'est la même chose hein, pour ne pas fermer les écoles primaires. Au début, tout le monde était catastrophé, les voisins d'autres pays d'Europe. À toutes les conférences de presse du mardi, ils se faisaient taper dessus par des journalistes étrangers. Puis finalement, on a constaté que fermer les écoles primaires, c'est pas la meilleure intervention. Alors, notre organisme de santé publique, ce qui nous disait, c'est on va essayer d'implanter des mesures quand elles vont être le plus nécessaires. Ça n'a pas été parfait, là, mais bon, c'est un peu dans ce sens-là. Mais le lien entre le lockdown et la mortalité, il est compliqué. Mais les chiffres sont catastrophales. Il va quand même falloir les comprendre, ces chiffres-là. Mais on a eu des scandales pour plein d'autres raisons liées aux soins des personnes âgées. Là. C'était comme dans l'air, hein, vraiment. Personne s'en est vraiment soucié là, avant. C'est intéressant de voir que c'est quand même assez semblable finalement oui. entre la Suède puis le Québec. Je voulais passer une question pour Christy. Quand on parlait de la réaction de la population générale en Iowa ou dans les États du Sud quant aux directives de santé publique, il y a Chuck Odenigbo, j'espère que je dis le nom correctement. Pensez-vous que c'est une question d'éducation? Qui sont les voix contradictoires par rapport à la COVID? Quelles sont les sources d'information populaires dans votre région? Autrement dit, la population écoute qui? Quelles sont leurs sources d'information quant à ce qu'il faut faire face à la COVID? Puis est-ce que les gens aux États-Unis ont réagi un peu différemment à cause d'un manque d'éducation ou un niveau d'éducation moins élevé qu'ailleurs, par exemple? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui comprenaient le problème parfaitement. Alors, il y a l'autre côté qui ne veut pas comprendre. Alors, je pense que c'est comme le problème de vaccination. Alors, il n'y a que les gens avaient besoin plus d'éducation, mais et les data et les autres choses, c'est que les gens pensent que il y a des autres choses qui sont plus importantes. Alors, comme la liberté, les droits de aller
d'or et les autres choses. Et quand il y a une présidente qui ne porte pas un masque et toutes les autres choses, ils sont impossibles à recouvrir l'éducation parce que les gens veulent penser qu'ils pensaient. Et c'est le temps de les facts n'importe pas. Et il faut que les personnes qui sont malades parlent à tous les gens que le malade est mal. La maladie est sévère, finalement, Ouais. que les gens réalisent que c'est pas Ouais. bénin. Mais Maladie, ouais. disez les histoires personnelles, pas le data. Comme ça. Puis, j'avais une petite question juste pour faire un suivi sur les foyers d'infection dans les abattoirs. Ouais. Puisque ce sont des employés migrants, s'ils tombent malades, est-ce qu'ils peuvent avoir un traitement? Vraiment, il faut qu'ils restent à la maison. Mais certainement, les gens travaillent. Oui, parce que sinon, ils perdent leur emploi puis ils perdent leur revenu. Ouais. Oui, oui. Oui, puis un autre commentaire. Bon, moi, j'ai vécu 16 ans en Oklahoma. Il n'y a pas de sécurité d'emploi pour une grosse proportion de la population. Alors, les gens qui travaillent chez McDonald's, les gens qui travaillent dans les abattoirs, les gens qui travaillent surtout dans des endroits confinés, n'ont aucune sécurité d'emploi, puis souvent, ils n'ont pas non plus d'assurance maladie. Ouais. Ce qui fait que même s'ils sont malades, ils vont aller travailler. Puis, deuxièmement, s'ils tombent vraiment malades, s'ils ont beaucoup de symptômes, la seule façon d'obtenir un traitement, c'est d'aller à l'urgence. Parce que sinon, ils n'ont pas de service de santé. Oui, c'est un grand problème. Et aux États-Unis, ces migrants n'ont pas la liberté. Non, c'est ça. OK, on va peut-être prendre une autre question juste pour rester dans le temps, là, parce qu'il y avait certains de nos panélistes qui avaient besoin de partir à midi. Il y a évidemment beaucoup de questions pour la Suède. Mais j'aimerais ça vous poser la question, une question à Lucie, puis une autre un petit peu à la fois Lucie puis à Richard. Alors, il y a Luc Potvin qui demande « Est-ce que l'atteinte de l'immunité de groupe est atteinte et est-ce que ça continue à être un objectif en Suède? » Donc, ça, c'est la première question. Puis, la deuxième, ce serait de Mark-Andrew Steven. Le nombre de cas est en diminution au Québec, mais il est toujours en hausse en Suède. Puisque la Suède veut faire une bonne mesure au bon moment, est-ce que ça implique de prendre des mesures plus strictes en ce moment ou lors d'une deuxième vague? Donc, en fait, finalement, ces questions, c'est pas mal pour Lucie, mais Richard peut peut-être en parler aussi J'ai répondu, là, je ne sais pas si... Oh, pardon. J'ai répondu, je ne sais pas si mon français va tenir la route, là, mais pour l'immunité, on a testé tard, les tests ont été ciblés dans les services jusqu'à tout récemment. Alors, et les premières études, si on veut, n'étaient pas très encourageantes. On pense qu'on est rendu autour de 20% dans la région de Suède, qui est encore très affectée, mais les données vont peut-être être meilleures plus tard. Mais c'est pas, les chiffres ne sont pas plus élevés que ça. Le nombre montant, on a appris que tout le monde surveille la Suède. Alors, comme on vient de commencer, ça a été très long de commencer à tester, vraiment là.
Et comme on le fait récemment, on découvre de plus en plus de cas, mais ce n'est pas nécessairement lié, si on veut, autant à la contamination qu'au fait qu'on fait nos devoirs, si on veut, parce que ça a été une demande qui a été entre des chaises décisionnelles centrales et régionales, si on veut. Alors là, il y a plus de tests qui sont faits et on découvre plus de cas. Et sur la mortalité, c'est-à-dire le nombre de morts descend. La courbe et la pente, elle n'est pas aussi abrupte qu'on le souhaiterait, mais ces nombres-là descendent depuis 3 semaines. Là. Mais quand on est rendu à 5000 et qu'on additionne entre 50 et 80 ou 80 et 50, et ça continue de faire des chiffres élevés. Puis, Richard, ou Lucie, ou les deux, pensez-vous qu'il va falloir remettre en place des directives plus strictes de confinement, étant donné qu'on est en train de déconfiner? Pour l'instant, ça n'a pas encore remonté, évidemment, ça n'a pas eu le temps, mais qu'est-ce qui va arriver selon vous? Bien, moi, je pense qu'on va avoir des cas tout l'été. On va avoir des petites éclosions qu'on va réussir à contrôler, probablement jusqu'au 15 septembre. Et à peu près dans cette période-là, si vraiment il y a une recontamination, transmission communautaire, etc., je pense qu'il va y avoir des mesures de confinement qui vont être prises, mais beaucoup moins radicales. Je pense que les écoles ne seront plus fermées, les garderies non plus, à tout le moins. Il est fort probable qu'on s'en va vers une port du masque obligatoire, au moins dans les transports en commun. La distanciation, ça va rester comme idée, tousser dans le coude et ce genre de choses-là, se laver les mains, je pense que ça va rester. Mais je ne pense pas qu'on aille beaucoup plus loin que ça. En tout cas, on verra, là. La question de l'immunité collective, bien, on n'en sait rien, vraiment. On n'a aucun test sérologique qui ont été faits au Québec présentement. Les estimations de l'INSPQ, que je me rappelle, c'est moins que 10 % de la population qui aurait été infectée. Alors, et ce n'est plus un objectif, du moins public. Évidemment, on souhaite que tout le monde se contamine et qu'il n'y ait pas d'impact, pas de décès, pas de grosses maladies. Mais ce n'est pas un objectif qui est poursuivi. Je pense que l'objectif qui est poursuivi demeure de contrôler la propagation au maximum. Et ce qui est intéressant, je pense, c'est que, moi je le décris comme ça, c'est qu'on était prêt, mettons, en février-mars, à quelque chose, mais rien, on n'était pas prêt à ce qui est arrivé. Et on a été surpris. Et toutes nos réactions sont basées sur nos connaissances, l'expérience, mais on n'avait pas de connaissances ni d'expérience par rapport à ce qui est arrivé. Alors, on a fait le mieux qu'on a pu avec ce qu'on savait. Mais présentement, par exemple, dans la Naudière, avec notre équipe, c'est comme ça pour l'ensemble du CIS, puis je pense qu'il y a d'autres régions qui font ça aussi, on est en train de se poser la question, mais là, on n'a pas le droit d'être surpris pour une deuxième vague. Et ça veut dire quoi, ne pas être surpris pour une deuxième vague? Alors, on repasse l'ensemble de nos processus, la quantité d'appareils de protection personnelle disponibles. C'est incroyable, là, tout ce on a à peu près dans le CIS où je travaille, là, il doit y avoir une vingtaine de directions qui ont chacun fait un bilan de ce qui s'est passé puis qui vont arriver au cours des 2-3 prochaines semaines avec des propositions. Et c'est sûr que là, présentement, on a un test qu'on n'avait pas quand ça a commencé. On va peut-être avoir de la sérologie parce que ça va aller fin juillet, mi-août. On a une capacité maintenant, on a tout informatisé nos processus de recherche de contact et puis d'isolement des personnes, ce qu'on n'avait pas. Alors, on n'aura pas besoin de 80 personnes à former pour faire notre contact tracing, notre recherche de contact. Là, c'est informatisé. Donc, on a appris quand même pas mal de choses qu'on va être capable de remettre en place très rapidement. Et je pense que déjà, mais le gros du problème, ça va demeurer les CHSLD, où encore là, on a appris énormément de choses. On ne permettra plus que des personnes travaillent dans différents CHSLD. Le personnel des agences ne pourra plus aller dans différents CHSLD.
il va y avoir des mesures de protection puis de contrôle des infections. Je dirais que l'expertise la plus importante dans les CHSLD pour essayer de contrer la propagation puis le nombre de décès a été ce qu'on appelle le PCI, la protection contre les infections. Des infirmières qui ont développé cette capacité-là à l'occasion du C difficile ou d'autres infections nosocomiales. Pour les milieux fermés, c'est l'expertise la plus importante présentement. On a réalisé que quand on envoyait des infirmières formées en PCI dans un CHSLD ou dans une résidence pour personnes âgées, les erreurs, les problèmes nous apparaissaient rapidement puis ils trouvaient rapidement des solutions. La gouvernance dans les CHSLD est extrêmement importante, surtout dans les résidences privées où il y avait peu de gouvernance parce qu'on assume que les personnes âgées qui sont là sont assez en bonne santé, donc on n'a pas besoin de mettre beaucoup de personnel pour s'en occuper. Donc, il y avait peu de personnes en charge vraiment. On s'est aperçu que les mesures ce qu'on appelle ça, là, de nettoyage général, c'était plus ou moins pris en charge dans plusieurs endroits. La façon de faire du fric dans les résidences pour personnes âgées, c'est de mettre le moins de personnel possible. C'est pas compliqué. Puis le moins compétent possible parce que ça coûte cher. Alors, il a fallu que le réseau pallie à ces déficiences-là dans beaucoup de résidences privées pour personnes âgées. Et ça, nous, on a été capable de le faire assez rapidement, de mettre du staff de l'hôpital qui avait été délesté parce qu'on avait fermé un paquet de services dans l'hôpital. On les a déplacés dans les résidences pour personnes âgées. Et ça a coûté, en fait, c'est que l'État a pallié à la non-dépense des résidences pour personnes âgées, puis au personnel non formé, et au personnel aussi qui n'était pas suffisant en termes de quantité. Et on a vu, il y a eu des exemples là, atroces à Montréal en particulier. Vous avez entendu parler de Aaron, là, où les gens, non seulement il n'y avait pas de PCI, mais ils n'étaient même pas lavés, changés, nourris, lavés, parce que le personnel a eu peur puis ils sont partis. Au salaire qu'ils gagnaient, il aimait mieux s'en aller que de mourir là. En tout cas, vous voyez, il y a vraiment de quoi, toutes des choses qu'on ne pouvait pas savoir jusqu'à un certain point, je dirais, ou qu'on savait, mais on ne pensait pas que que le virus aurait un tel impact dans ces situations-là. Alors ça, le gouvernement l'a très, très bien compris. Et je finirai en disant que hier, on a appris que la ministre de la Santé avait été mutée et que le sous-ministre avait également perdu son emploi. M. Gendron, il n'a pas d'emploi ce matin, là. Et ce que le nouveau ministre de la Santé a dit, c'est qu'il n'était pas compétent, on l'a mis dehors. Alors, on voit là, la jonction entre la politique et l'administratif. Il faut sauver la face, là. Il faut trouver... il faut blâmer quelqu'un. Et bon, est-ce qu'il mérite de perdre son emploi? Est-ce qu'un autre aurait fait mieux? C'est pas évident. Mais en tout cas, on voit là, que le politique joue son rôle, là, en tout cas, tel qu'il le perçoit. Alors voilà. Bien, merci beaucoup, Richard. Peut-être juste pour finir, puisqu'on parle de politique, j'aimerais poser la question à Christy. Est-ce que la crise de la COVID va avoir un impact sur les élections fédérales au mois de novembre? Selon toi. On le souhaite, en tout cas. On le souhaite, là, mais j'aimerais savoir ton avis parce que dans un État très rouge... Aux États-Unis, je pense que c'est possible. Il y a les gens à la droite qui aimaient Trump et aimaient Trump. Et il y a les gens à la gauche qui n'aimaient pas Trump du tout. Et c'est essentiel, tous les gens à l'Assange, ouais. Et je pense que ces gens
pense que ces choses de COVID et de Black Lives Matter et toutes les autres choses changent l'impression de Trump un peu. Il faut que l'économie n'improve pas. Si l'économie improve, n'importe pas. Ah, ça, c'est intéressant. Bon, oui, ben, c'est toujours pareil. Hein, les États-Unis, c'est une société d'argent. Ouais. Ouais. Comme ça que ça marche. Ouais. Écoutez, je pense qu'on va arrêter ça tout de suite. Je pense qu'on aurait pu continuer pendant 1 heure ou 2. C'est vraiment passionnant. Je pense qu'avec Kate, on s'est dit qu'on prendrait une pause pour cet été. Puis on va suggérer de reprendre en septembre, peut-être avec des panélistes qui proviennent de pays plus pauvres. Puis d'ici là, ça va être vraiment intéressant de savoir ce qui va se passer dans les pays comme l'Inde ou en Afrique subsaharienne ou en Asie du Sud-Est. Donc, voilà, on va probablement prendre une petite pause pour les webinaires cet été. Je tiens à remercier nos panélistes aujourd'hui. C'était vraiment fascinant. Donc, Lucie Laflamme, Richard Lessard et Christy Peterson, merci beaucoup. Je me permets de remercier particulièrement Christy pour avoir parlé en français. C'est vraiment très, très apprécié. Bravo. Et puis, merci à tous ceux qui se sont joints à nous pour le webinaire ce midi. Voilà. Alors, merci. Puis, bonne journée, bon été. Portez des masques en public, lavez-vous les mains. Faites attention. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, bon été. Au revoir. Merci beaucoup. Merci encore.